Là a été conseiller dans les années 80 de Jacques Delors pour l'Union européenne. Il estime qu'il n'a pas du tout été entendu et vous allez comprendre pourquoi. J'accueille Ricardo Petrella, bienvenue. Bonjour. Qui a publié un livre au titre étonnant, Au nom de l'humanité. Ça veut dire que l'humanité a besoin qu'on parle d'elle? On a besoin que, effectivement, les habitants de la Terre, parmi lesquels figurent les humains, puissent parler en tant que tels, et pas seulement au nom de l'humanité. Au nom de l'humanité, c'est effectivement quelque chose qu'on délègue. En revanche, le vrai titre serait « L'humanité doit agir ». Et pourquoi est-ce qu'elle doit agir? Il y a tellement de problèmes. Oui, les institutions ne suffisent pas. Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de problèmes. Par exemple, la guerre, la militarisation du monde, la dégradation de l'environnement, une économie à la dérive, la démocratie qui ne fonctionne pas, elle est bafouée partout, le sens de la vie. Ce sont tous des problèmes que nous avons créés. Et l'humanité est incapable de les résoudre. Alors la question est de savoir pourquoi l'humanité est-elle incapable. Nous, donc, l'humanité, nous sommes incapables de résoudre les problèmes que nous avons créés. Oui, et la réponse est? Et la réponse, au fait, c'est qu'il n'y a pas d'humanité. L'humanité n'existe pas aujourd'hui. Existe peut-être dans la conscience, existe peut-être chez les poètes, existe chez les philosophes, mais pour la vie quotidienne, pour l'habitant de Rio de Janeiro, l'humanité, pour l'habitant finalement même ici, un parlementaire européen, l'humanité, donc n'existe pas. N'existe pas politiquement, n'existe pas institutionnellement. Quand il y a un problème en Belgique, encore il y a un gouvernement fédéral belge. Et votre projet, c'est de la faire exister? De faire exister l'humanité. D'abord, parce qu'on a déjà la conscience que nous appartenons à une même espèce vivante, l'humanité. Et ce qui est intéressant, qui permettrait de faciliter la création ou l'institutionnalisation de l'humanité, que nous sommes finalement, pour la première fois, une espèce humaine, une espèce vivante, qui a compris que nous sommes responsables de la vie sur la Terre entière. On n'est pas seulement responsable de la vie des humains. On a compris que tous sommes responsables de la vie intégrale sur la Terre. Le sous-titre est étonnant aussi, l'audace mondiale. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir besoin d'audace et qu'est-ce qu'elle doit faire, cette audace? Oui, parce qu'il faut adopter des solutions qui vont aux racines des problèmes, aux racines de la guerre, aux racines de la pauvreté, aux racines de ceci. Et ça, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de la culture politique. Et aux racines de la pauvreté, ça veut dire quoi? Dire que la pauvreté, c'est illégal? C'est que la pauvreté n'est pas un fait de nature. Contrairement à ce qu'on pense, que la pauvreté, c'est comme aussi la pluie. Il y a toujours eu la pauvreté, il y aura des pauvres, etc. Et que donc, la conscience n'est pas de considérer que la pauvreté est un processus. C'est pour cela que je propose de parler davantage d'appauvrissement plutôt que de pauvreté. La pauvreté est un état qui est le résultat d'un processus social. En réalité, il existe de pauvreté lorsqu'il y a une société injuste. Lorsqu'au contraire, la société est juste, il n'y a pas de pauvreté. Et l'audace, ça serait de bannir la pauvreté? Et l'audace, c'est de s'attaquer aux facteurs structurels, à éradiquer les facteurs structurels qui sont générateurs des processus d'appauvrissement. Et ça aide à la tête. Effectivement, des processus structurels, c'est dans nos têtes. Parce que nous considérons la pauvreté comme quelque chose d'inévitable. Et s'il est naturel, inévitable, à quoi bon faire? Tout au plus, on peut faire la charité. Tout au plus, on peut être compassionnant. Tout au plus, on peut aider les gens qui ont faim, qui n'ont pas de maison, etc. Mais jamais d'aller aux causes qui génèrent l'exclusion sociale et les concepts d'inégalité, qui sont les deux facteurs fondamentaux de l'appauvrissement. Et ça, c'est une audace.
Oui. Parce que partout, vous prenez l'Europe ici. C'est une audace, mais j'allais dire, Ricardo, on va vous dire que ça n'est pas rentable et que donc il n'y a personne pour financer ça. Mais c'est ça l'argument fondamental. Pourquoi? Parce qu'une autre audace importante à développer, c'est de changer les systèmes financiers actuels. Et c'est audacieux de dire non, le critère de la rentabilité financière ne peut pas être le critère dominant et déterminant de toute priorité dans l'allocation des ressources disponibles de la planète. Aujourd'hui, c'est ça, le système financier. Le système financier, combien ça rapporte? Où est ton ROI, Return on Investment? Si le Return on Investment est très bas, ben on ne fait pas. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est préférable de faire des drones, parce que ce sont des produits financiers très rentables, de sorte que la guerre est désormais devenue une activité de produits financiers. La guerre ne sert plus à tuer. Tuer les gens, tuer l'ennemi est un produit collatéral. Aujourd'hui, on fait la guerre pour pouvoir produire, consommer des produits extrêmement rentables, des produits financiers. Et la même chose, c'est donc par rapport aux gens qui n'ont pas accès à la santé, au logement. Ça coûte. Pourquoi? Parce que c'est un coût, ce n'est pas un investissement. Ça ne rapporte rien de faire des hôpitaux pour les pauvres. D'ailleurs, il y a 2 ans, le président directeur général de Bayer, qui était en guerre avec le gouvernement indien pour un produit de lutte contre les cancers du foie et des reins, qui était l'Enexavar, un produit qui demandait 4 150 $ par mois pour le vendre en Inde. Le gouvernement indien avait décidé de le mettre à 410. Le président avait accusé le gouvernement indien d'avoir fait un vol, d'avoir volé la compagnie Bayer. Et alors, il s'est expliqué un jour, et il a dit il y a 2 ans, il a dit, mais honnêtement, nous, on ne produit pas ces médicaments pour les Indiens ou pour les Africains. Nous, on les produit pour les patients occidentaux qui peuvent se permettre de les payer. Et en effet, dans les tiroirs du département de recherche de Bayer, il y a tellement de solutions nouvelles, mais qui sont gardées parce qu'elles n'ont pas le même rendement financier que les autres. Autrement dit, l'industrie pharmaceutique produit des médicaments en tant que produits financiers. S'ils ne sont pas rentables, on ne les produit. Et ça pourrait faire au contraire du bien à l'humanité. Les multinationales sont en train de devenir un facteur qui bloque le progrès de l'humanité. L'une des conséquences politiques et pratiques au nom de l'humanité, c'est de dire que si nous, l'humanité, confie à des acteurs privés, qu'aujourd'hui on appelle les stakeholders, les porteurs d'intérêt, le gouvernement du monde, que ces stakeholders appellent aujourd'hui gouvernance économique, si nous on va vers la gouvernance économique du monde, eh bien c'est automatique que l'humanité n'aura jamais de voix au chapitre. Au contraire, plus on va vers la gouvernance économique du monde, en Europe par exemple, la gouvernance économique européenne, plus on éliminera les citoyens, et plus on éliminera les parlements, et plus on éliminera les démocraties, et plus on éliminera le rôle de l'État en tant que garant, dans le long terme, des droits humains. Est-ce que cette critique de la finance et de la vision financière des biens, ça se rapproche de ce qu'en Amérique latine on développe comme le bien commun de l'humanité, comme Evo Morales, François Houtard développent cette idée, le bien commun? Oui. Des choses qui ne sont pas des marchandises? Oui, moi j'ai écrit Le bien commun, un livre Le bien commun, en 1995, dans lequel j'avais pris l'exemple de l'eau. Oui. Pour montrer que l'évolution du temps à l'époque, et donc toute la globalisation économique, allait détruire le fondement de vivre ensemble. Parce que si moi, je ne pense pas que les autres ont le même droit à la vie que moi, et que donc ils ont le droit à l'accès à tous les biens et services qui sont indispensables. La bataille de l'eau, ça vaudrait la peine pour les jeunes de dire en 2 mots en quoi ça consiste. Vers les années 90, on a commencé à privatiser l'eau. Tout à fait. Les Nations Unies ont déclaré avec la Banque mondiale en 92, 92, que l'eau n'était plus un bien social, que l'eau était un bien économique et qu'en tant que tel devait être soumis aux lois de marché et donc être privatisé
et les services hydriques être libéralisés, déréglementés à l'échelle mondiale. On a eu Suez et tout ça. Etc. Et donc, la bataille de l'eau était autour, est-ce que l'eau, c'est un bien commun, essentiel, substituable pour la vie, ou bien c'est un bien économique, marchand, vendable, achetable, d'intérêt économique pour la stratégie des investisseurs. Deuxième, est-ce que l'eau est un droit ou bien c'est un besoin? Un besoin d'utilité, de bien-être, etc. Ou bien c'est un droit. Sans eau, on ne vit pas. Troisième grand élément de la bataille était qui est responsable de l'eau? Les pouvoirs publics ou bien les marchés à travers les entreprises spécialisées dans les domaines de l'eau. Et quatrième grande question était, mais finalement, qui finance les investissements pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau en tant que droit? Est-ce que c'est les banques ou est-ce que c'est les pouvoirs publics, la collectivité? Et je me rappelle bien que la réponse des dominants a été aux quatre, était non, l'eau est un bien économique, une marchandise. Non, l'eau n'est pas un droit. Le président de Nestlé l'a toujours dit. L'eau doit être réglée par, qui est responsable par les marchés, les entreprises. Le financement doit être privé. D'ailleurs, ça a commencé avec la première banque qui a fait le premier investissement, fonds d'investissement sur l'eau. C'était Pictet en l'an 2000. La deuxième et plus grande banque privée vieille de la Suisse. Et dès là, maintenant, le fonds d'investissement dédié à l'eau se sont multipliés comme des champignons. Et aujourd'hui, même les communes, la plupart des communes du monde entier, quand tu as besoin d'un investissement dans l'eau, elle doit faire recours au marché des capitaux. Mais il y a eu des nationaux. résistances, notamment en Bolivie, à Cochabamba, il y a eu une très forte résistance contre Tout à fait, la France. mais la résistance de Cochabamba dans un pays finalement petit par rapport au reste n'a pas empêché que la financiarisation des services hydriques continue à se faire en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde. Et ça, et en Afrique, ne compte rien parce qu'ils ne s'occupent même pas de problème. Et aujourd'hui, un article paru dans Science de février de cette année, de 2016, a montré qu'il y a 4 milliards de gens qui vivent dans des régions à forte carence structurelle d'eau bonne pour l'usage humain. 4 milliards. Et l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait? Donc avec des conséquences terribles pour la santé, pour la croissance des enfants, pour l'intellectuel. Et les choses qui est au contraire préoccupantes, vous savez, qui aujourd'hui imposent d'aller auprès des pouvoirs publics la conscience du problème de l'eau. Ben, c'est Coca-Cola, Pepsi-Cola, parce que ça eau bonne, Coca-Cola meurt. Et ensuite, l'industrie alimentaire, les pâtes, pour les pizzas. Et c'est parce que eux aussi ont besoin d'eau. Donc, ce sont maintenant les grandes entreprises multinationales qui sont prédatrices de toutes les ressources naturelles, qui disent, ben, on l'a fait. On a fait la prédation. Maintenant, il faut arrêter parce que sinon, l'eau devient trop chère, l'eau devient rare. C'est elles, ces entreprises, qui maintenant se présentent comme les principaux défenseurs de l'eau en tant que bien de l'humanité, mais en tant que bien économique. Justement, on parle beaucoup des multinationales et récemment, il y a eu à l'ONU un groupe de travail de l'Équateur, de l'Afrique du Sud, qui a dit qu'il faut maintenant installer ce qu'ils appellent un traité contraignant, c'est-à-dire des obligations pour les multinationales. C'est important? Tout à fait, parce que l'autorégulation, qui est le principe fondamental du capitalisme, l'autorégulation soit dite par les marchés concurrentiels, alors que nous savons que les marchés sont de nature toujours oligopolistique ou monopolistique. Donc cette autorégulation est catastrophique pour l'intérêt de l'humanité. Parce que l'autorégulation signifie l'autocertification. Et si on établit des standards qui souvent sont établis par les industries elles-mêmes, par les entreprises, les standards écologiques, les standards de santé, etc. C'est l'autocertification des standards, c'est une rigolade. C'est la mafia qui se contrôle elle-même. Tout à fait. C'est la mise en ridicule de l'humanité. Et c'est pour cela qu'alors la régulation ne peut être que extérieure, venant de sources publiques, extérieures à la capacité de décision des acteurs qui doivent être soumis à la régulation ou à la certification. Et aujourd'hui, l'autorégulation a fait une chose, un désastre.
terrible dont on ne parle que rarement, si on parle. C'est-à-dire qu'il met comme au banc de la bonne politique la régulation publique. À travers quel mécanisme? À travers le concept des coûts de la politique. Si vous êtes un autorégulateur et autocertifié, un organisme public qui essaie de réglementer est un représentant fantastique d'un coût de la politique. Et c'est un jeu facile du point de vue médiatique et populiste de dire, écoutez, il faut réduire le coût de la politique parce que ce n'est pas efficace. Alors, à quoi bon ces régulateurs-là? Donc, le Parlement, c'est un coût. Il faut l'éliminer puisqu'ils sont des régulateurs qui nous empêchent d'être agir correctement, d'agir. Nous avons les compétences, nous avons les technologies. C'est nous qui avons créé les technologies, disent les entreprises. Comment voulez-vous que quelqu'un qui ne connaît rien fasse la régulation? C'est un coût. Ça coûte aux gens par les taxes, etc. Et donc, voilà, l'autocertification n'a fait qu'alimenter une apparente justification pertinente de la thèse sur le coût de la politique. Alors qu'on ne parle jamais des coûts du marché. On parle jamais. Alors, à propos, encore une fois, de ce concept de l'audace mondiale, j'ai remarqué que dans vos interventions, il y a quelque chose de très audacieux, c'est-à-dire que vous dénoncez la guerre en disant que la guerre, ça devrait être illégal. Et ça, dans la gauche et le monde progressiste en Europe, ça n'est pas très à la mode. Nous étions des millions contre la guerre au Vietnam, encore des millions contre la guerre en Irak. Mais maintenant, quand on attaque la Libye, la Syrie ou d'autres pays, on dit même à gauche qu'il faut faire la guerre. Tout à fait. Alors, vous êtes... L'histoire de politique montre que la gauche a été trahie toujours à propos de la guerre. La guerre a toujours divisé la gauche, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale. La gauche a toujours failli et s'écrouler face au problème de la guerre. C'est comme si, je dirais, génétiquement, la gauche est incapable de métaboliser la non-violence, est incapable de métaboliser la paix. Et aujourd'hui, encore une fois, on montre que la gauche institutionnelle, eh bien, est pour l'intervention, la guerre. Et c'est grave. Et pourquoi? Les mêmes intérêts, un manque de courage, pas d'information? C'est difficile, c'est une question difficile à répondre parce que ça évoque beaucoup de choses, ça évoque beaucoup, mais je crois lié à une conception totalitaire de l'État. Autrement dit, la gauche qui a été toujours porteuse du concept de l'État de droit, etc., s'est fait devenir un prisonnier de deux éléments caractéristiques de l'État qui ont été toujours plus ou moins positifs et qui maintenant se révèlent au contraire bloquantes. Et à chaque fois qu'il y a les guerres, ça devient un élément bloquant, c'est-à-dire la souveraineté et la sécurité. La souveraineté du peuple a été un alibi pour affirmer l'autorité et la sécurité de l'État. En réalité, la sécurité de l'État et la souveraineté des peuples a été la sécurité des groupes dominants et de la souveraineté des groupes dominants qui ont utilisé la guerre pour maintenir leurs propres privilèges et leur propre pouvoir. Les guerres du pétrole, les guerres pour le contrôle de l'énergie. Tout à fait, les guerres de l'eau même, par exemple, la guerre de l'eau, la guerre du pétrole, la guerre des semences à l'heure actuelle, la gauche était absente, sauf une petite partie de la gauche, alors que les semences, c'est encore plus important que toutes les autres dimensions, après l'eau, bien entendu. Hein? Mais c'est lié, eau et semences, c'est lié. Et donc, la gauche, qui est très étatique, à juste titre, parce que l'État reste encore le seul élément de protection des droits, s'est fait prisonnier de la souveraineté et de la sécurité. Regardez encore à Paris, l'accord de Paris, la COP 21, où on n'a pas parlé d'humanité. C'est quoi les deux principes de la COP 21, de l'accord de Paris? La souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, la sécurité nationale sur les ressources. Quand on parle de sécurité énergétique, sécurité alimentaire, on parle toujours de l'État. Et l'État a trahi le peuple, parce qu'il a remplacé le peuple par la nation. La nation est une ethnisation du peuple. Et la nation devient mythique, alors que le peuple est réel. La nation, c'est mythique, c'est comme Dieu, c'est comme n'importe quoi, du point de... Et ça explique, mais c'est une autre discussion. Pour l'instant, avec la pauvreté qui se répand, on a beaucoup
l'impact des politiques d'austérité. Si je ne me trompe, vous avez été conseiller du président de la Commission de l'Union européenne, mais apparemment, vous n'avez pas été très utile. Tout à fait, tout à fait. On n'a pas réussi, même auprès de Jacques Delors, de faire accepter l'idée qu'un pacte social ne peut pas être basé, pacte social européen, mondial, ne peut pas être basé sur le principe de la compétitivité. Et ça, dans les livres blancs, Jacques Delors, croissance, compétitivité, emploi, avait mis la compétitivité au centre des logiques de cohérence entre toutes les différentes politiques, visant aussi également l'emploi, le droit à l'emploi, mais il a centré tout sur la compétitivité. Et alors, ça a Or, été... justement, comme on se bat pour la compétitivité, les autres vont faire la même chose, donc on va avoir un écart entre riches et pauvres Entre qui les va riches et augmenter, pauvres et les plus forts. tous les problèmes... Exact. Car la compétitivité signifie légaliser le droit de la part des plus puissants de s'accaparer de la partie la plus importante de la richesse produite par tout le monde. Et comment voulez-vous faire un pacte social sur la base de ces principes? Donc on revient au point de départ que la pauvreté, on l'a créée en fait. On crée. On n'est pas pauvre. Contrairement à ce que les gens ont été éduqués à penser, on devient pauvre. On n'est pas pauvre. Parce que l'enfant qui naît dans une baraque de Rio de Janeiro ou celui qui naît dans une maison royale, sont riches de la vie. La pauvreté, ça veut dire que c'est le résultat des rapports qu'il y a entre... Dans les relations entre les êtres humains et les relations entre les êtres humains et la nature. Et c'est tellement fort, ce deuxième, parce qu'en principe, on dirait que si vous avez la chance d'être dans un endroit riche en ressources naturelles, la population devrait être riche, non? Oui. C'est qui n'est pas le cas. Non. Parce qu'une des ressources, le continent riche de ressources, c'est l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. L'Amérique latine et l'Afrique, c'est le pays où il y a le plus grand nombre d'appauvris. Cela signifie que les relations entre les êtres humains et la nature, la dévastation, qui amène à l'appauvrissement, ce n'est pas uniquement la liaison où vous habitez. C'est qui a le pouvoir de décider sur l'allocation des ressources dont vous disposez ou qui est dans vos pays. Et ça, effectivement, c'est pour cela que l'appauvrissement est un résultat des règles. Et se battre aujourd'hui contre les TTP ou contre les CETA, et contre les autres équivalents traités, justement est important parce que ces traités sacralisent la primauté de l'investisseur sur tout le reste. Ils disent que ce qui compte sont les investisseurs, les entreprises, et qui doivent être mis en capacité d'agir et qu'aucune législation d'État ne peut fixer de nouvelles règles, après que le traité a été signé, qui éventuellement mettraient en danger, non pas le retour sur les investissements, mais les niveaux élevés de retour sur les investissements. Elle donne la primauté aux investisseurs. C'est donc signifie que les traités TTP, CETA, culturellement, politiquement et concrètement, légalisent l'appropriation inégale des ressources de la planète. C'est-à-dire que quand le Parlement européen demain signera les TTP, il signera la sacralisation de l'appauvrissement dans le monde qui va grandir et qui va accroître.